Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau ou encore Jean Lassalle. Vous connaissez ces noms, mais qu'ont-ils tous en commun? Eh bien, comme nous, ils sont incapables de rentrer ici, c'est-à-dire à l'Élysée. Tous ces candidats à l'élection présidentielle peuvent être qualifiés de petits candidats. Par petits candidats, on entend les candidats qui ont effectivement participé au scrutin, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu les parrainages nécessaires, mais qui ont réalisé un score inférieur à 5%. Il s'agit d'une limite qui conditionne le remboursement total des frais de campagne. Depuis 1965 et la mise en place du suffrage universel, 55 candidatures sur 102 ont rempli ces conditions, soit près de 54% d'entre elles. Mais ces candidatures souvent moquées sont-elles vraiment si anecdotiques que cela? S'ils représentent plus de la moitié des candidatures enregistrées depuis 1965, les petits candidats n'ont en revanche agrégé que moins de 10% des voix sur la même période. Pourtant, leur poids n'a pas toujours été le même. Au début des années 2000, les petits candidats ont récolté respectivement 23,96% des suffrages en 2002 et 13,95% en 2007. Et ces candidatures ont influencé l'histoire de la Ve République à plusieurs reprises. Et cela pour au moins 3 raisons notables. Première raison, occuper le terrain des idées. Par le passé, plusieurs candidats se sont démarqués grâce à leurs propositions qui semblaient alors à part dans le débat politique. C'est par exemple le cas de René Dumont. En 1974, il se présente comme le premier candidat écologiste à la présidentielle, mais il ne récolte que 1,32% des suffrages. Son programme prévoyait entre autres la promotion du vélo et des transports en commun, le développement des énergies non dangereuses et plus largement la remise en cause du principe de croissance. Or, ces idées ambitieuses pour l'époque ont depuis imprégné la vie politique française, en témoignent ces déclarations de personnalité. Aujourd'hui, le camp écologiste revendique plusieurs victoires, comme celle obtenue aux dernières élections européennes. Surtout, il ne fait plus figure de petit candidat dans la course à la présidentielle. Dans un article publié au début du mois de janvier, les historiens Fabien Connor et Gilles Richard se sont intéressés à ces petits candidats. Ils y voient autant de représentants de forces politiques minoritaires qui veulent profiter de la chambre d'écho du scrutin pour faire entendre leur voix. Cette bataille des idées démontre l'importance de ces candidatures, finalement pas si anecdotiques. D'autant plus qu'elles jouent parfois un rôle clé dans la victoire ou même la défaite d'autres candidats. L'un des cas emblématiques est celui de Christiane Taubira. Candidate du Parti radical de gauche en 2002, elle réalise 2,32% au premier tour. Un score qui, d'après certains, aurait privé Lionel Jospin, Premier ministre d'alors et candidat du Parti socialiste, d'accéder au second tour, ce qui se serait fait au profit d'un certain Jean-Marie Le Pen. Plus récemment, en 2017, Nicolas Dupont-Aignan et ses 4,70% ont annoncé leur ralliement à Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle. Leur stratégie, fournir un réservoir de voix à la présidente du Rassemblement national en échange de la place de Premier ministre. Une stratégie qui a échoué à court comme à long terme. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan est crédité d'1 à 2% à la prochaine présidentielle. Et à l'image du président de Debout la France, ces candidatures relèvent parfois d'une stratégie politique personnelle. Véritables accélérateurs de carrière, elles permettent parfois d'obtenir un poste à responsabilité. Sur ces 55 petites candidatures, 28 d'entre elles ont débouché sur le gain ou la conservation d'un mandat national ou européen, ou même sur l'obtention d'un poste de ministre. C'est le cas de Michel Rocard. Candidat du Parti socialiste unifié en 1969, il est nommé Premier ministre sous François Mitterrand. De même, Dominique Voynet, candidate malheureuse en 1995, devient ministre de l'Environnement durant l'alternance sous Jacques Chirac. Alors verra-t-on bientôt un Philippe Poutou président ou Premier ministre? Il est sans doute encore un peu tôt pour le dire.